Le soleil de fin d'après-midi projetait de longues ombres endormies sur la place de l'Harmonie, presque déserte, à Lyon. Seule une frêle femme aux cheveux argentés était assise sur un banc de pierre ébréché près de la grille en fer du parc, son manteau usé serré contre une légère brise. Sur les pavés poussiéreux à ses pieds, sa petite fille Amélie, âgée de 4 ans, ses douces boucles dorées par la lumière virevoltait pieds nus dans une robe rose délavée qui voltait comme l'aile d'un papillon. Avec un abandon innocent, la petite fille frappait de ses petites mains, tapant du pied sur un rythme cadencé qu'elle dansait, complètement perdue dans son imaginaire. Une élégante automobile noire s'arrêta à l'autre bout de la place, ses panneaux polis reflétant les derniers rayons du jour. Le ronronnement du moteur au ralenti rompit le silence, et une vitre teintée s'abaissa pour révéler le visage ridé de Philippe Durand. L'un des plus importants industriels de la région, il arborait une autorité tranquille dans son costume sur mesure. Pourtant, à cet instant, son regard était doux, empli d'une curiosité et d'une chaleur inattendues. À côté de lui était assis son fils unique, Lucas, dans un fauteuil roulant sur mesure. Ses cheveux châtains clairs tombaient sur le bord de sa salopette bleue tandis qu'il observait la danse d'Amélie avec l'émerveillement d'un enfant qui n'avait jamais rien vu de tel. Pendant des mois, les traits de Lucas étaient tirés et sombres, le rire qui jaillissait autrefois de lui étouffé par le poids de sa rare dystrophie musculaire. Mais en observant la petite danseuse, un lent sourire se dessina sur ses lèvres, sa première expression de joie sincère depuis des semaines. « Père, regarde comme elle bouge avec grâce », murmura-t-il d'une voix tremblante d'admiration. Philippe ajusta le rétroviseur, détournant son attention de la route vers le visage illuminé de son fils. À cet instant, chaque avertissement médical et chaque rendez-vous à l'hôpital lui semblait quelque peu lointain et creux. « On s'approche pour que Lucas puisse mieux voir », suggéra Philippe, sachant déjà qu'il ne s'y refuserait pas. D'un hochement de tête, le chauffeur se gara avec précision, et Philippe descendit pour guider délicatement le fauteuil roulant de son fils sur les pavés. À leur approche, le regard plein d'espoir de la vieille dame se transforma en suspicion. Qui était ce gentleman impeccable qui accompagnait un enfant en fauteuil roulant vers sa petite fille? Elle se leva lentement, redressant son sac de couverture en lambeaux contre sa hanche osseuse. « Bonjour », la salua Philippe avec une gravité respectueuse. La femme Madame Madeleine lui répondit d'un hochement de tête prudent, son regard passant de ses chaussures cirées au garçon curieux à côté de lui. « La danse de ma petite fille a attiré l'attention de Lucas », expliqua Philippe doucement. « Mon fils est rarement enthousiaste, mais en la voyant, il a souri. » L'expression sévère de Madame Madeleine s'adoucit au souvenir des épreuves de sa propre fille. La vie l'avait malmenée comme aucun enfant ne devrait le faire, mais Amélie restait radieuse, intrépide face aux épreuves. « Amélie, viens ici », appela-t-elle d'une voix douce. À cet appel, la petite fille s'arrêta à mi-chemin, ses yeux sombres brillant de curiosité. Elle regarda Lucas avec un émerveillement mêlé de respect discret, comme si elle percevait l'attention qui se cachait derrière son regard timide. Amélie s'avança sans hésiter. « Veux-tu danser avec moi ?» demanda-t-elle en se tournant vers Lucas avec la sincérité audacieuse propre à un enfant de 4 ans. Les joues de Lucas s'empourprèrent, il baissa les yeux vers ses jambes inertes. « Je ne peux pas marcher », admit-il d'une voix douce. Amélie pencha la tête, songeant au mystère de l'immobilité. « Mais tes mains savent danser, n'est-ce pas ?» Sans attendre de réponse, elle tendit la main et serra ses petits doigts frais dans les siens. Ému par la scène qui se déroulait, Philippe prit son téléphone et commença à enregistrer. D'abord hésitant, Lucas laissa Amélie guider ses mains en de doux arcs et pulsations, sa mélodie improvisée murmurait à travers ses applaudissements. Progressivement, ses doigts tressaillirent, puis se fléchirent, jusqu'à ce que ses bras se balancent au rythme de sa musique silencieuse. Un rire cristallin s'échappa de ses lèvres, un son clair et lumineux que Philippe avait craint de ne plus jamais entendre. Dans cet instant magique, le monde se réduisit à 2 enfants dansant et aux doux échos de leur joie partagée. Philippe sentit sa gorge se serrer tandis qu'il capturait chaque seconde, oubliant, l'espace d'un instant, les couloirs stériles des cliniques et la morosité des pronostics. Lucas était là, évoluant à sa manière, porté par la pure joie de la connexion. Quand les enfants ralentirent enfin, essoufflés et rayonnants, Philippe baissa son téléphone et s'approcha de nouveau de Madame Madeleine. « Merci », dit-il d'une voix chargée de gratitude. « Vous n'imaginez pas ce que cela représente pour nous. » Il sortit d'une poche intérieure une simple enveloppe. « Veuillez accepter ceci, non pas par charité, mais en guise de remerciement. » La vieille femme hésita, luttant contre l'orgueil et le besoin. « On se débrouille », murmura-t-elle, mais Philippe insista, prétextant un cadeau de Lucas à Amélie. Les mains tremblantes, elle accepta l'enveloppe cachetée.
Alors que la voiture Durand s'éloignait, Amélie lui fit un signe de la main énergique, son sourire édenté aussi éclatant que le soleil. « Au revoir, ami aux mains dansantes », cria-t-elle. Lucas lui rendit son salut, sans la quitter des yeux jusqu'à ce que la berline noire disparaisse au coin de la rue. Plus tard dans la soirée, dans leur élégante demeure sur la colline de Neuilly, Philippe regarda Lucas s'installer devant sa tablette. Il avait demandé à Claire, son assistante, de transférer la vidéo pour que son fils puisse revivre ce moment quand il le souhaitait. Mais à l'insu de Philippe, Claire, si émue par la complicité des enfants, posta la vidéo sur ses réseaux sociaux avec la légende suivante, « Lucas a enfin souri aujourd'hui. » La beauté réside dans les actes les plus simples. En quelques heures, la vidéo fit le tour de la France, saluée comme un témoignage d'innocence et d'une amitié improbable. Pendant ce temps, dans la cabane de fortune au bord du Rhône où Madame Madeleine et Amélie dormaient sur un mince lit de camp, la nouvelle du mystérieux cadeau s'était répandue parmi les oubliés de la ville. Lorsque Madame Madeleine récupéra l'enveloppe, elle découvrit 5 000 € en billets neufs ou une somme si colossale qu'elle lui était aussi étrangère que les voitures de luxe sur la place. Terrifiée par l'envie et les récriminations, elle cousit la majeure partie de l'argent dans l'oreiller d'Amélie et ne garda que quelques billets cachés dans la poche de sa robe. Mais les rumeurs ont le don d'attiser le désespoir. 3 autres vagabonds, poussés par la faim et la suspicion, ont affronté Madame Madeleine au cœur de la nuit. « Où est l'argent du riche ?» ont-ils demandé, d'une voix teintée de menace. Elle serrait Amélie endormie contre elle, le cœur battant la chamade tandis qu'il fouillait ses maigres possessions, s'emparant des quelques billets qu'elle avait en poche. Craignant de nouvelles violences, elle s'est enfuie dans l'obscurité, abandonnant l'oreiller et le gros de l'argent sur le trottoir froid. De retour à son bureau le lendemain matin, la fureur de Philippe éclata lorsque Claire admit avoir partagé la vidéo sans autorisation. « Vous avez exposé mon fils au monde entier », s'écria-t-il, sa déception plus profonde que n'importe quelle réprimande. Claire, les larmes aux yeux, tenta de s'excuser, mais Philippe, aveuglé par la protection paternelle, la congédia sur le champ. Quelques instants plus tard, son téléphone vibra, un appel de Sophie, la kinésithérapeute de Lucas. « Monsieur Durand, avez-vous remarqué les bras de Lucas aujourd'hui ? Son amplitude de mouvement a dépassé tout ce que nous avions accompli depuis des mois. Cette danse, elle a débloqué quelque chose. » L'excitation de Sophie raviva une lueur d'espoir dans la poitrine de Philippe. « À cet après-midi, » répondit-il, déjà prêt à explorer cette thérapie peu orthodoxe. Une autre préoccupation le taraudait, retrouver la petite fille et son arrière-grand-mère. Il dépêcha Antoine, son chauffeur, place de l'Harmonie, mais il ne restait aucune trace d'eux. En leur absence, Philippe était tenaillé par une inquiétude lancinante, la gratitude se transformait-elle en malheur pour Madame Madeleine ? La vidéo virale leur avait-elle apporté du bien, ou seulement plus de difficultés ? Pendant ce temps, sur un banc gelé de la Croix-Rousse, Madame Madeleine grelottait de fièvre, serrant Amélie contre elle, abritée sous une couverture usée. Les nuits passées à échapper aux menaces et les conséquences du cadeau avaient anéanti ses forces. La jeune Amélie, imperturbable face au désespoir, s'assit à côté de sa figure maternelle, des cartons de dessins étalés sur le trottoir. « Madame, voulez-vous un dessin ? Cela m'aidera à acheter des médicaments pour mon arrière-grand-mère », proposa-t-elle de sa voix claire et pleine d'espoir. La plupart des passants détournèrent le regard, mais une femme d'une 60aine d'années s'arrêta, s'agenouilla près de l'enfant et contempla les minuscules œuvres d'art des dessins imprégnés de la douce magie qui avait uni 2 amies improbables place de l'Harmonie. « Tu es toute seule, ma chérie ?» lança Isabelle Moreau en s'accroupissant près d'un banc en bois usé sur la place, son panier de course se balançant à ses côtés. La question fut posée d'une voix douce, teintée d'inquiétude. La petite fille leva de grands yeux fatigués. « Je suis avec mon arrière-grand-mère », dit-elle doucement en désignant d'un signe de tête la femme recroquevillée sous un châle usé et tremblante de fièvre. « Mais elle est très malade. » Isabelle pressa une main fraîche sur le front de la vieille dame, le cœur serré par l'intensité de la chaleur. « Mon Dieu, » murmura-t-elle. « Cette pauvre âme a besoin de soins médicaux immédiats. » Puis, rassemblant ses forces, elle se tourna vers Amélie. « Vous habitez dans le coin. » L'enfant secoua la tête. « Nous habitions loin, » murmura-t-elle, « mais des hommes cruels nous ont chassés. » À ces mots, Isabelle sentit un pincement d'impuissance et de détermination la submerger. Veuve vivant d'une modeste pension dans un minuscule appartement au 3e étage sans ascenseur, Isabelle n'avait pas de grandes ressources. Pourtant, elle ne pouvait abandonner 2 inconnus vulnérables dans la rue. « Viens avec moi », dit-elle soudain. « Tu resteras chez moi jusqu'à la guérison de ton arrière-grand-mère. »
Quelques instants plus tard, avec l'aide d'un gentil chauffeur de taxi, elle guidait Amélie et Madame Madeleine dans l'étroit escalier menant à son 2 pièces. Là, elle installa la vieille dame dans son lit, lui prépara une tisane apaisante, enrichie du médicament antipyrétique qu'elle gardait sous la main, et veilla sur elle pendant les longues heures de cette nuit fragile. Pendant ce temps, Amélie se glissa timidement dans la pièce voisine. Ses yeux s'écarquillèrent en découvrant ce qui semblait être un modeste studio de danse, un parquet ciré, une simple barre à balai fixée au mur et un grand miroir qui reflétait la lumière de l'après-midi. « Tu étais danseuse » souffla-t-elle, la crainte adoucissant sa voix. Isabelle s'arrêta près du lit, une lueur nostalgique dans le regard. Pendant près de 40 ans, j'ai enseigné la danse classique, contemporaine et même la technique du ballet à des élèves enthousiastes. Maintenant, je donne des cours particuliers ici pour compléter ma retraite. Sur ces mots, Amélie se mit à tournoyer, ses petits pieds traçant des cercles sans effort sur la piste. Elle imitait les formes gracieuses qu'elle avait vues autrefois dans les vitrines des magasins, mais chaque geste semblait d'une originalité saisissante. Fascinée, Isabelle observait l'élégance fluide et spontanée de l'enfant. « Tu adores danser » observa-t-elle doucement. « C'est merveilleux » répondit Amélie sans interrompre ses tours. « Quand je danse, j'oublie que j'ai froid ou faim. » La simplicité de cet aveu frappa Isabelle avec une force inattendue. Les jours suivants, tout en soignant Madame Madeleine avec des repas chauds et des soins attentionnés, Isabelle glissa de petites leçons à Amélie, lui apprenant des pliés et des arabesques simples. L'enfant assimilait chaque mouvement avec une rapidité étonnante. Pourtant, à mesure que la semaine avançait, l'atout de la vieille femme s'intensifiait, sa poitrine la piquant à chaque respiration. « Madame Madeleine, » dit Isabelle fermement un après-midi, « nous devons voir un médecin. » Les yeux de la vieille femme brillaient de défi. « Je n'ai pas d'argent, ma chérie, » murmura-t-elle entre deux toux. « Sans papier en règle, les hôpitaux publics ne me soigneront pas. » Le cœur d'Isabelle se serra. Elle prit une profonde inspiration. « Je connais quelqu'un, un ancien étudiant devenu médecin. Il va nous aider. » Dès le lendemain matin, dans le modeste bureau du docteur Nicolas, le verdict était sans appel, une pneumonie sévère, aggravée par l'âge et les épreuves. « Elle a besoin d'antibiotiques puissants et de soins attentifs » expliqua-t-il. « Une hospitalisation serait la meilleure solution, mais je comprends vos contraintes. Je lui prescrirai tout ce dont elle a besoin. » Ce soir-là, Isabelle dépensa une partie de ses économies à la pharmacie. De retour à son appartement, elle installa Madame Madeleine au lit, chaque respiration laborieuse lui rappelant l'enjeu, tandis que dans l'autre pièce, Amélie dansait, une joie sans borne. De l'autre côté de la ville, chez les Durand, une autre crise éclata. Lucas, confiné par la maladie et les séances de kinésithérapie, était devenu maussade et indiscipliné. Le seul réconfort pour son esprit agité était une vidéo diffusée en boucle d'une petite fille en train de danser. « Je veux revoir la petite danseuse, papa » suppliait-il soir après soir. Philippe Durand, accablé par le travail et les recherches infructueuses d'Amélie et de sa grand-mère, remarqua à peine la disparition de son propre fils. Des détectives privés ratissaient la campagne du Rhône sans autre piste qu'un nom, Madeleine Petit, 78 ans, en fuite avec sa petite-fille après un drame familial inexpliqué. Un après-midi, Sylvie, la gouvernante qui avait pris soin de Lucas toute sa vie, lança un avertissement. Elle trouva Philippe qui se dépêchait dans le couloir. « Monsieur, » dit-elle doucement, « l'argent ne guérira pas son chagrin. Il a besoin de votre présence et peut-être de la petite danseuse qu'il adore. » Ces mots firent l'effet d'un coup de tonnerre. Philippe s'affala dans un fauteuil, la culpabilité et l'épuisement le tenaillant. « Je fais tout ce que je peux, » balbutia-t-il. Les médecins disent que son état est incurable. Le regard de Sylvie ne s'est pas arrêté. Il ne meurt pas seul de maladie. Il meurt d'une faim d'espoir. Plus tard dans la soirée, Philippe s'est glissé dans la chambre de son fils. Penché sur le lit de Lucas, il a éteint la tablette et lissé la couverture sur lui. C'est alors qu'il les a aperçus, des dizaines de croquis éparpillés sur la courte pointe, chacun représentant une fille en robe rose, en pleine pirouette clairement inspirée par la vidéo que Lucas chérissait. De retour dans l'appartement d'Isabelle, le froid hivernal s'insinuait sous les fenêtres, tandis que la routine s'installait. À chaque aube, Isabelle administrait des médicaments et des soupes nourrissantes. Chaque après-midi, elle guidait Amélie dans de nouvelles étapes, s'émerveillant à nouveau du talent naturel de l'enfant. « Tu as un don rare » lui dit-elle un soir tandis que la petite fille exécutait un équilibre parfait. Les yeux d'Amélie brillaient de rêve.
Crois-tu que je pourrais un jour danser sur une vraie scène, avec des lumières et un beau costume? Je crois que tu peux, dit Isabelle. Il te suffit d'en avoir l'occasion. Madame Madeleine, allongée dans son fauteuil, esquissa un léger sourire. La gratitude se mêlait à l'inquiétude dans son regard. Vous avez fait plus que nous ne pourrons jamais vous le rendre, murmura-t-elle. Une fois que je serai forte, nous trouverons un autre endroit. Tu n'es pas un fardeau, répondit Isabelle, ses aiguilles à tricoter cliquetant. Entre nous, cet appartement est plus chaleureux qu'il ne l'a été depuis des années, surtout depuis le décès de Pierre. Leur moment de silence fut interrompu par un coup frappé. Le docteur Nicolas réapparut, annonçant une amélioration lente mais constante. Elle aura besoin de repos et d'une alimentation adaptée, conseilla-t-il en observant le matelas fin et l'humble cuisine. Comment allez-vous? Ma pension n'est pas très élevée, a admis Isabelle, mais on s'en sortira. Le médecin marqua une pause, puis s'éclaira. J'ai un ami au Progrès à Lyon. Il tient une chronique dominicale sur des faits divers. Un professeur de danse à la retraite qui risque tout pour 2 réfugiés, c'est exactement le genre d'article qu'il adore. Isabelle hésita. Je n'ai pas fait ça pour attirer l'attention, dit-elle. Et peut-être préfère-t-il rester caché. Mais pensez au bien que cela pourrait apporter, a-t-il insisté. Des dons, des opportunités pour Amélie ou une voix au-delà de cet appartement exigu. Ce soir-là, ils étaient tous les 3 assis près de la fenêtre, les lumières de la ville scintillant en contrebas. Nous n'avons rien à perdre, dit finalement Madame Madeleine. C'est peut-être une bénédiction. Ainsi, le dimanche suivant, le Progrès publiait « La petite danseuse et l'institutrice au cœur d'or », décrivant la gentillesse d'Isabelle et le talent lumineux d'Amélie sous une photographie granuleuse de l'enfant en pleine pirouette. De l'autre côté de Lyon, un exemplaire atterrit sur la table du petit déjeuner de Philippe Durand. En feuilletant les pages, son regard se fixa sur la robe rose familière et la posture gracieuse. Il faillit renverser son café. La petite danseuse adorée de son fils était bien réelle, tout comme l'espoir. Je l'ai trouvée, s'exclama-t-il, faisant sursauter la gouvernante qui déposait le petit déjeuner sur le buffet. Son plateau trembla tandis qu'elle se redressait. Sylvie, regarde, elle est là, dans le journal. À la table voisine, Lucas marqua une pause au milieu de sa cuillerée, les yeux écarquillés. Sa présence au petit déjeuner aux côtés de son père était rare ces derniers temps, rendant ce moment presque sacré. La petite danseuse, papa, s'aventura-t-il, une lueur d'espoir dans la voix. Oui, mon garçon, répondit Philippe en lissant sa cravate d'une main tremblante. Nous savons où elle est maintenant. Moins d'1 heure plus tard, la berline élégante de Philippe s'arrêta devant un modeste immeuble de la Croix-Rousse. L'homme d'affaires, impeccablement vêtu, semblait aussi anxieux qu'un adolescent se faufilant dans un cinéma interdit. Il descendit de voiture, mallette à la main, le cœur battant devant l'absurdité de sa mission, un homme influent et riche traquant un enfant des rues. Il appuya sur la sonnette de l'appartement 3, puis 2, pour finalement reculer avant que quiconque puisse répondre. Tout au long du chemin, Philippe fixait la fenêtre, aux prises avec l'étrangeté de son obsession. Qu'est-ce qui le poussait à rechercher cette petite fille avec tant de ferveur? Était-ce uniquement la joie qu'elle avait apportée à Lucas, ou quelque chose de plus profond? Il se souvenait de son nom Amélie et de la chaleur naturelle de son sourire, de la façon dont elle avait accueilli Lucas sans pitié et l'avait simplement accepté. Il imaginait sa dignité lorsqu'elle s'approchait de Madame Madeleine malgré les épreuves de sa vie. Qu'aurait-il pu devenir dans de telles circonstances? On rentre, monsieur, demanda Antoine, son chauffeur, après un long silence. Oui, Antoine. Rentrons et réfléchissons un peu. De retour chez les Durand, Lucas était plongé dans un tourbillon de couleurs, les crayons éparpillés sur la table. Philippe, assis à côté de lui, observait les traits furieux sur la page. « Qu'est-ce que tu dessines, champion » demanda-t-il doucement. « Un cadeau pour la petite danseuse quand nous la retrouverons enfin » murmura Lucas en levant à peine les yeux. Un pincement au cœur serra la poitrine de Philippe. Il n'avait toujours pas avoué à son fils qu'il savait où trouver Amélie. Il hésitait, craignant que cette rencontre ne brise l'innocence des rêves de Lucas. Et si l'enfant ne se souvenait pas de lui? Et si les retrouvailles étaient gênantes? Pendant ce temps, dans le modeste appartement d'Isabelle, l'article de journal avait déclenché un torrent de sympathie. Le téléphone sonnait sans interruption, des offres de vêtements, de nourriture, et même des dons pour les maintenir à flot. Une école de danse locale accorda une bourse à Amélie. « Vous voyez, Madame Madeleine, dit Isabelle, rayonnante,
perché au bord du lit de son ami, ce n'est rien de moins qu'un miracle. Mais le front de la vieille matriarche était froncé d'inquiétude. Et si quelqu'un de dangereux nous reconnaissait? Ceux qui nous ont chassés de chez nous? Isabelle serra la main de son amie pour la rassurer. Tu es en sécurité ici. Et maintenant, nous avons de nombreux alliés prêts à te protéger. Au milieu de cette agitation, aucun d'entre eux n'a remarqué la berline sombre qui s'était brièvement arrêtée à l'extérieur, ni l'homme en costume sur mesure qui avait presque appuyé sur la sonnette. Les jours suivants, la vie reprit un nouveau rythme. À la Croix-Rousse, l'appartement débordait de dons, repas copieux et couvertures neuves, et la santé de Madame Madeleine s'améliorait de jour en jour. Amélie attendait le début de ses cours de danse avec des yeux radieux. Chez les Durand, cependant, la tension montait. Lucas, autrefois si impatient de prendre son petit déjeuner, reculait désormais devant son assiette. Il refusait toute thérapie et passait des heures à regarder sa vidéo d'Amélie Poulain et à dessiner son portrait. Il est en état dépressif, a expliqué à Philippe le docteur Hélène, psychologue pour enfants, lors d'une consultation. Une maladie chronique peut déclencher ces épisodes, mais dans le cas de Lucas, il existe un catalyseur émotionnel spécifique. Philippe passa ses mains dans ses cheveux ébouriffés. La danseuse de la vidéo, dit-il doucement. Cette brève danse fut son premier véritable moment de bonheur depuis des semaines. Il garda cette confession pour lui, omettant de mentionner qu'il pourrait les réunir. Il demanda plutôt, que devrions-nous faire ensuite? Poursuivez la thérapie, a conseillé le docteur Hélène. Mais offrez aussi à Lucas de nouvelles sources de joie et de connexion, peut-être un exutoire artistique. Il trouve manifestement du réconfort dans le dessin. Ce soir-là, tandis que Lucas repoussait son assiette sans la toucher, Sylvie prit sa décision. Ayant pris soin de la famille Durand pendant près de 10 ans, elle aimait Lucas comme un petit-fils. Elle ne pouvait rester les bras croisés à le regarder dépérir. Sans un mot à Philippe, enfermé dans son bureau, elle déchira la page de journal où était racontée l'histoire d'Amélie et nota l'adresse. Tôt le lendemain matin, durant son précieux jour de congé, Sylvie partit pour la Croix-Rousse. À son insu, Sophie, la kinésithérapeute de Lucas, était elle aussi désespérée. Elle persuada Sylvie d'emmener Lucas au parc de l'Harmonie, le même parc où il avait dansé pour la première fois avec Amélie, arguant que l'air frais et le mouvement étaient essentiels. Sylvie accepta, et tandis que Philippe se morfondait dans une réunion importante, ils emmenèrent Lucas. À cette heure-là, Amélie insista pour aller elle aussi au parc. « Je veux te montrer où je dansais, tante Isabelle, dit-elle en tirant Isabelle par la manche. Bien qu'elle n'enseignât habituellement que l'après-midi, Isabelle sourit et accompagna sa protégée, laissant Madame Madeleine se reposer. Au lever du soleil, le parc était presque vide. Amélie tournoyait dans l'herbe humide de rosée, sa robe rose reflétant la lumière matinale. Isabelle était assise sur un banc, la fierté gravée sur son visage, contemplant chaque gracieuse arabesque. Soudain, un camping-car apparut à l'autre bout de la place. Sophie et Sylvie en sortirent, préparant une rampe pour le fauteuil roulant de Lucas. Le regard de Lucas se fixa sur la silhouette tournoyante. « La voilà », murmura-t-il d'une voix chargée d'émotion. Sylvie et Sophie suivirent son doigt tendu et aperçurent Amélie, dansant comme attirée par son désir. Avec une force qui surprit même Sophie, Lucas agrippa les roues de son fauteuil et poussa. Sophie cria, alarmée, mais il ne se laissa pas décourager. Pouce par pouce, il se propulsa vers la danseuse, chaque mouvement témoignant de la force de l'espoir. Sylvie leva son téléphone, les larmes aux yeux, pour immortaliser l'instant. Lucas, le garçon qui autrefois tenait à peine un crayon, bougeait seul pour la toute première fois. Amélie s'arrêta à mi-chemin en entendant son nom. Elle se retourna, les yeux écarquillés d'étonnement, puis esquissa un sourire radieux. « Mon ami aux mains dansantes », s'écria-t-elle en se précipitant. Elle serra les doigts tremblants de Lucas et commença à guider ses mains en décrivant de larges arcs, comme si la musique jouait juste pour elle. Isabelle, tirée de son banc, s'agenouilla à côté d'eux. « Connaissez-vous ce garçon » demanda-t-elle doucement. « C'est mon ami », répondit simplement Amélie, sans jamais rater un battement dans leur chorégraphie commune. Quelques instants plus tard, Sylvie et Sophie se présentèrent, expliquant leur rôle dans la vie de Lucas. Isabelle écarquilla les yeux à l'évocation du nom de famille. « Durand, comme Philippe Durand ?»« Oui », acquiesça Sophie. « Mais ne lui en parlons pas, monsieur Philippe est compliqué avec Lucas. » Isabelle lui adressa un sourire entendu. « Voici Amélie, la petite fille du journal de dimanche. »
Ils parlèrent avec une excitation feutrée, s'émerveillant de la sérendipité qui avait réuni les deux enfants, puis convinrent de se revoir. Après avoir ramené Lucas chez lui, Sylvie fit une proposition audacieuse. « On devrait amener Amélie ici, déclara-t-elle. Philippe est occupé toute la journée. Quelques heures de bonheur pourraient faire des merveilles. » Isabelle hésita, consciente des inquiétudes de Madame Madeleine, mais Sylvie promit d'aller rassurer la vieille dame. Finalement, Isabelle accepta. Ils arrivèrent à la résidence Durand, encore imprégnée du triomphe matinal. Amélie se glissa à l'intérieur, prudente mais curieuse. Ils l'installèrent dans le salon et partirent avant le retour de Philippe. Mais le destin s'en est mêlé lorsque Philippe a terminé sa réunion plus tôt que prévu. En milieu d'après-midi, il a ouvert la porte d'entrée et a découvert son salon transformé. Lucas, en fauteuil roulant, reproduisait des pas de danse tandis qu'Amélie, vêtue de sa robe rose, le guidait dans une douce chorégraphie. Il se figea sur le seuil. Pendant un instant, personne ne bougea. Puis Lucas leva les yeux, le visage illuminé. « Papa, regarde qui est venu me voir. C'est la petite danseuse. » Philippe déglutit difficilement tandis que Sylvie s'avançait, rassemblant son courage. « Monsieur, nous nous sommes rencontrés par hasard dans le parc, » commença-t-elle. Quand Lucas l'a vue, il a déplacé sa chaise tout seul. « Je pensais ?» Il se ressaisit, le cœur débordant de soulagement et d'émerveillement, et comprit à ce moment-là que ce petit acte de gentillesse était devenu le plus beau cadeau qu'il pouvait offrir à son fils. Philippe se tenait au bord du salon, ruminant encore cette nouvelle étonnante lorsqu'Amélie bondit vers lui sans la moindre hésitation. « Vous êtes le père de Lucas, n'est-ce pas? Le monsieur qui a aidé mon arrière-grand-mère à faire ce généreux cadeau ?» Elle le fixa de ses grands yeux curieux. Il s'agenouilla jusqu'à se retrouver face à face avec la petite fille. « Oui, c'était moi, » répondit-il doucement. « Et comment va Madame Madeleine, votre arrière-grand-mère ? » Elle était très malade, mais elle va beaucoup mieux maintenant, lui assura Amélie. Tante Isabelle a pris soin de nous tous. Philippe jeta un coup d'œil à Isabelle, la femme gracieuse qui s'était présentée quelques instants plus tôt comme la professeure de danse à la retraite mentionnée dans l'article de journal. Madame Devreux, commença-t-il, puis hésita devant l'inexactitude d'une adresse formelle. Isabelle, je suis désolé que nous n'ayons pas organisé cela à l'avance. Elle secoua la tête, ses cheveux argentés reflétant la douce lumière de l'après-midi. Pas besoin de t'excuser. Les enfants se sont rencontrés par hasard au parc. Avant qu'elle ait pu terminer, Philippe leva la main. En fait, c'est moi qui ai de la chance. Je te cherchais. À cet instant, tous les regards se tournèrent vers Lucas, perché dans son fauteuil roulant au centre de la pièce. Papa, regarde, s'écria-t-il, le visage rayonnant d'excitation. Avec une assurance surprenante, il leva les bras et commença à imiter les doux pas de danse qu'Amélie lui avait appris. Ses mouvements étaient fluides, sa coordination remarquable. Sophie, la kinésithérapeute qui avait accompagné Philippe, tituba en arrière, les larmes aux yeux. « C'est extraordinaire », murmura-t-elle. La mobilité, les transitions fluides, il n'a jamais rien réussi de tel lors de nos séances. Philippe sentit sa voix se briser. Voir son fils accomplir des gestes qui lui semblaient autrefois inaccessibles mais la joie pure et sans réserve qui brillait sur son visage le laissa sans voix. Isabelle observait la scène se dérouler avec un sourire discret. « La danse est magique, » dit-elle doucement, comme si elle partageait un secret qu'elle détenait depuis des décennies. Elle libère le corps et nourrit l'esprit d'une manière que la thérapie classique ne peut tout simplement pas. Il ne s'agit pas de pas parfaits ni de techniques rigides. Il s'agit d'expression, de joie et de connexion humaine. Ces paroles frappèrent Philippe avec une force inattendue. Pendant des années, il avait considéré l'état de Lucas uniquement comme un défi médical, un défi à relever avec des rendez-vous médicaux, des ordonnances et du matériel coûteux. Il n'avait jamais pris le temps de réfléchir aux besoins humains plus profonds en jeu, le besoin de créer, de se connecter, de se sentir vivant. Lucas en a besoin, murmura-t-il, en partie pour se rassurer. Puis, levant les yeux vers Isabelle, il demanda, « Serais-tu prête à adapter certains de ses mouvements, juste pour lui ?» Le regard d'Isabelle s'adoucit. « Bien sûr. La danse est à la portée de tous. Nous allons simplement adapter les pas à son corps et libérer sa propre capacité d'expression. » Plus tard dans la journée, le salon de la famille Durand se transforma en studio de danse improvisé. Coussins et table basse étaient déplacés de travers pour faire de la place, et une mélodie enjouée emplissait l'air.
Isabelle guidait Lucas et Amélie à travers une série d'exercices doux, tendre les bras vers le plafond, tracer des cercles dans l'air, balancer leur torse au rythme. Sophie se tenait à proximité, carnet à la main, émerveillée par la fluidité avec laquelle Isabelle insérait les principes thérapeutiques dans chaque mouvement. Philippe s'enfonça dans un coin, le cœur rempli d'un mélange d'émerveillement et de regret. Il se reprochait d'avoir négligé cette possibilité si longtemps, d'avoir laissé les aspects cliniques des soins prodigués à Lucas éclipser la simple joie de vivre. Alors que l'après-midi touchait à sa fin, Isabelle rassembla ses affaires. Amélie s'accrocha à sa jambe, et le sourire de Lucas s'effaça à l'idée de leur départ. « Tu reviendras » demanda-t-il d'une voix faible. Avant que Philippe puisse répondre, le téléphone d'Isabelle vibra avec insistance. Elle jeta un coup d'œil à l'écran. Madame Madeleine est inquiète. Elle pense que nous sommes partis trop longtemps. Se tournant vers Philippe, elle dit « Je dois m'excuser », elle était inquiète à cause de notre retard. Philippe se leva. « Je vous emmène », proposa-t-il. « J'aimerais la retrouver à la Croix-Rousse. » Reconnaissante, Isabelle hocha la tête. En quelques minutes, ils furent tous embarqués dans l'élégante berline de Philippe, Lucas se bousculant dans son fauteuil roulant, Sophie assise entre eux avec un hochement de tête approbateur. Ils arrivèrent devant un modeste bâtiment niché dans une rue calme. À l'intérieur, Madame Madeleine était assise dans un fauteuil usé, la silhouette frêle, le regard méfiant. Mais lorsqu'Amélie s'élança et serra son arrière-grand-mère dans ses bras, l'expression sévère de la vieille femme s'adoucit. « Regardez qui j'ai amené », annonça fièrement Amélie. « Lucas, mon ami qui danse avec ses mains. » Le regard de Madame Madeleine se posa sur Philippe, sa méfiance momentanément ravivée. « Toi, dit-elle d'un ton neutre. » Philippe s'avança et lui tendit la main. « Madame Madeleine, je suis Philippe Durand, le père de Lucas. Je suis venu vous remercier et vous expliquer combien la visite de votre petite fille a compté pour mon fils. » Elle hésita, mais le laissa parler. Il expliqua comment la vidéo d'Amélie en train de danser s'était répandue sans autorisation et comment il l'avait recherchée sans relâche. Il décrivit, la voix tremblante, comment Lucas avait déplacé son fauteuil roulant seul pour la première fois de la journée et comment il avait réalisé des mouvements qu'aucune thérapie conventionnelle n'avait réussi à réaliser. Madame Madeleine écoutait, sa posture se détendant peu à peu. Les enfants ont un don, songea-t-elle. La joie d'Amélie transparaît même dans les moments les plus sombres. Encouragé, Philippe leur dévoila sa proposition. En termes clairs et sérieux, il leur offrait un foyer ou une petite maison sur sa propriété, restée vide trop longtemps. En échange, Isabelle serait engagée comme professeure de danse thérapeutique professionnelle, guidant Lucas et toute personne susceptible d'en bénéficier depuis son studio. Madame Madeleine, une fois complètement rétablie, pourrait entretenir le jardin de la propriété, tandis qu'Amélie poursuivrait sa scolarité dans une école de qualité, bénéficiant d'un encadrement tant académique qu'artistique. Isabelle et Madame Madeleine échangèrent des regards étonnés. Leur générosité était presque inadmissible. « Ce n'est pas de la charité », insista Philippe. « C'est un véritable partenariat. Tu as déjà rendu à Lucas une part de lui-même, maintenant, laisse-moi te rendre quelque chose. » Ils ont discuté tard dans la soirée, évaluant leurs préoccupations et leurs possibilités. Au moment de se séparer, il avait été convenu qu'Isabelle, Madame Madeleine et Amélie visiteraient la maison le lendemain matin pour voir si elle leur convenait. Fidèle à ses habitudes, Philippe arriva ponctuellement le lendemain, accompagné cette fois du docteur Nicolas, le médecin qui avait soigné Madame Madeleine et qui allait maintenant évaluer les progrès de Lucas. « Le potentiel de votre fils est plus grand que nous ne l'aurions jamais imaginé, » expliqua Philippe d'une voix calme. « En alliant thérapie traditionnelle et danse, je crois que nous pouvons réécrire ce qui est possible pour lui. » La petite maison à 2 étages, au fond de la propriété de Philippe, s'est révélée être un espace chaleureux et accueillant, 3 chambres, 2 salles de bain, une cuisine ensoleillée et une véranda donnant sur un jardin négligé mais prometteur. Madame Madeleine a parcouru chaque pièce, son œil critique notant ce qui nécessitait une attention particulière, et imaginant déjà des plantes en pot sur les rebords de fenêtres et de la peinture fraîche sur les murs. Pendant ce temps, Amélie emmenait Lucas dans le jardin. Il tendit les bras vers les branches bourgeonnantes, déterminé à suivre ses pas. « Si je m'entraîne suffisamment, est-ce qu'un jour je danserai debout comme toi ?» demanda-t-il, l'espoir brillant dans ses yeux. « De tout mon cœur », répondit Amélie en tournoyant une fois de plus sous le ciel printanier. 2 semaines plus tard, la maison était complètement transformée, propre, rangée et pleine de rire. Amélie fréquentait l'école privée voisine que Philippe avait aménagée, les après-midi étaient consacrés à la danse.
Dans le studio improvisé ou une pièce lumineuse équipée de miroirs et de tapis moelleux, Isabelle guidait les deux enfants dans des exercices alliant grâce, force et liberté. Lucas, encouragé par son ami et le soutien indéfectible de son père, continuait de surprendre tout le monde à chaque nouveau mouvement appris. Pour Philippe, la plus belle récompense fut de voir l'esprit de son fils s'animer, jour après jour, au rythme doux de la danse.